Ramzi Bouzerda, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette chaîne YouTube d'Alpacity. Alors, on va parler Internet de l'eau. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Bien sûr, Ramzi Bouzerda, 48 ans, père de 4 enfants, ingénieur en informatique de l'EPFL, fondateur et CEO de Drupal et Suisse d'adoption. Alors, tu as donc créé la société Drupal, mais juste avant, tu as fait d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Oui, j'ai fait beaucoup de choses, donc je vais être court. Alors, j'ai fait l'EPFL en informatique. J'ai fait une start-up durant mes études qu'on a après vendue parce qu'on voulait faire autre chose. Et après, j'ai commencé une carrière dans la banque, où j'ai aidé les banques en fait à un peu être plus agiles avec leur capacité de développement pour offrir plus de services digitaux. Donc ça, j'ai fait ça pendant 15 ans avec différents rôles dans l'informatique, à l'audit. Après, j'ai rejoint la BCV en tant que responsable de l'audit, de la sécurité, du cyber, tout ça. Donc c'était très, très intéressant de comprendre la complexité, les risques informatiques pour une grande organisation. Et puis là, bien sûr, je suis retombé un peu dans mes amours d'entrepreneur. Mais je dirais que oui, tout ce parcours est quelque part jonché d'expériences. J'ai fait de l'enseignement pour des enfants, pour apprendre à développer. J'ai été poissonnier. J'ai fait de la vente par téléphone. Donc, ouais, j'ai fait énormément de choses, mais toutes ces choses-là m'ont été utiles à un moment donné dans ma vie d'aujourd'hui, en fait. Quand je dois tirer un filet, typiquement de perche, ça m'est très utile d'avoir été poissonnier. Ah, du coup, comment tu expliques un petit peu ce grand écart du milieu bancaire au milieu de l'eau, Oui. si on peut dire ça comme ça? Est-ce que tu as eu une prise de conscience un matin? C'est pas un matin, plus une nuit, mais en fait, c'est plus un accident, ça, je dirais. Si je regarde avec le recul, bon, je crois que l'eau a toujours été un peu là dans ma vie d'une manière assez importante, puisque moi, je suis né en Algérie, je suis né à Constantine, dans une très vieille cité, plus de 2500 ans, bâtie sur un rocher qui est sur des rivières. Donc nous, on a des ponts suspendus tout autour de Constantine. Donc l'eau est omniprésente. L'autre élément important, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, paradoxalement, à Constantine. Et en fait, la pression de l'eau étant très basse, on ne pouvait pas amener de l'eau dans notre appartement qui était au 11e étage. Donc, je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez importante. Et du coup, ma mère, ma grand-mère remplissaient des jerrycans, faisaient 11 étages pour les remplir, les remonter. Et du coup, j'ai toujours perçu l'eau comme une ressource qui est, quand elle est précieuse, quand elle vient à manquer, est vraiment un poids au quotidien dans la vie de tous les jours. Et puis après, je suis arrivé en Suisse et j'ai découvert qu'on pouvait ouvrir un robinet avec de l'eau douce en abondance, qui était très bonne. Et voilà, et donc l'eau est restée quelque part comme ça en moi, sans... Maintenant, je suis suisse, donc j'adore ouvrir mon robinet. J'y pense même pas aux gens qui aujourd'hui ne peuvent pas l'ouvrir. Donc voilà, il y a cet accident, il y a cette relation à l'eau. Mon père était plombier, donc je me dis qu'au final, il doit y avoir quelque chose qui a fait que je suis là aujourd'hui. Tout s'aligne. Selon toi, quels sont les grands enjeux de l'eau aujourd'hui? Oui. Alors là, je vais essayer d'être plus bref. Je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est la disponibilité de l'eau. L'autre grand enjeu, c'est la qualité de l'eau. Ces deux enjeux sont finalement deux faces d'une même pièce. L'autre élément, je dirais l'autre grand enjeu, c'est la conscience de l'importance d'une bonne gestion de l'eau, qui aujourd'hui est encore, je dirais, naissante, fébrile. Donc la disponibilité de l'eau, il faut comprendre qu'aujourd'hui, 3% de l'eau disponible sur Terre, c'est de l'eau douce. Parmi ces 3%, c'est essentiellement les glaciers qui fournissent cette eau douce et les lacs, les eaux de surface et souterraines disponibles. Aujourd'hui, nos glaciers, typiquement en Suisse, le PFZ a fait une étude,
enfin, tous les glaciers suisses ont perdu plus de 50% de leur volume depuis 1931 à nos jours. Et des glaciers, il faut comprendre que c'est une batterie d'eau. En fait, ça stocke de l'eau et ça relâche l'eau après l'hiver et ça garde l'eau pendant l'hiver. Et donc, si on n'a plus ces volumes d'eau stockés, ben, on a moins d'eau à disposition. Donc, l'augmentation de la population d'ici 2030 va faire qu'il y aura plus de demandes. La disponibilité de l'eau douce en tant que telle, directement disponible, baisse. Donc on va avoir une pression sur la disponibilité. Puis l'activité humaine, agricole, pétrochimique, industrielle, pollue nos eaux. Et avec des polluants aujourd'hui qu'on appelle des polluants éternels, comme le PFAS, comme les micropolluants, comme le microplastique et tout ça, fait qu'on va avoir de plus en plus de mal à rendre cette eau potable ou buvable ou utilisable pour nos usages de tous les jours. Est-ce que notre système est plutôt construit sur une exploitation de l'eau comme ressource illimitée? On utilise donc de l'eau potable pour tout un tas de choses. Ouais. Est-ce qu'on arriverait finalement à changer un peu ce système? Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on a longtemps pensé que l'eau était là pour toujours, de manière abondante. En Suisse, typiquement, on met de l'eau potable dans nos toilettes. Dans notre maison, chez moi, je mets 40% de mon eau potable va dans mes toilettes. 40% de ma consommation totale. Donc c'est énorme, hein, c'est pas mineur. Alors clairement, il faudrait revoir comment on construit les bâtiments, comment on récupère de l'eau de pluie. Aujourd'hui, l'eau de pluie est devenue une eau qu'on ne peut plus traiter pour boire. Hein, donc on est obligé de l'utiliser pour de l'eau claire ou de l'eau grise. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. On n'a pas encore compris qu'il fallait changer de façon de récupérer ces eaux pour les utiliser à des fins moins nobles comme boire de l'eau, se laver avec l'eau et tout ça. L'autre élément qui est important, je pense, c'est aussi l'équité face à l'eau. Il faut bien comprendre que si on donne 3 grands postes de consommation, il y a l'agriculture qui est le grand consommateur de l'eau, plus de 70% au niveau mondial, mais ça va dépendre de chaque pays bien sûr. L'industrie, plus de 20%, et le reste, on a 10%, c'est les ménages. Aujourd'hui, en fait, l'agriculture ne paye pas son eau. Et nous, en tant que consommateurs, on va payer très cher toute l'infrastructure de l'eau, même celle qui permet de donner de l'eau à l'agriculteur ou à l'industriel. Donc ça, c'est un enjeu majeur et qui va créer beaucoup de tensions demain, que ce soit interne dans un pays ou au niveau géopolitique et géostratégique entre les pays. Donc finalement, ça, c'est ton constat. Oui. Et puis j'en viens à Drupal qui pourrait peut-être répondre à cette problématique ou en partie. Quelle est la naissance, l'histoire de Drupal? Oui. Bon, je n'ai pas évoqué en détail l'accident, mais dans ma cuisine, je voulais remplir le biberon de mon fils à 3 h du matin. Donc il faut un certain volume, j'ai mis trop d'eau dans mon robinet, je vide mon robinet, j'ai trop vidé, je fais ça 4 fois. Puis avec un élan peut-être d'intelligence à 3 h du matin, je me dis mais pourquoi mon robinet ne peut pas m'aider à faire ça plus simplement et surtout ne pas gaspiller autant d'eau. Et finalement, bon, honnêtement, bon, sur le moment, je n'ai pas pensé que c'était une idée géniale. C'est en me rendant compte qu'il n'y avait pas de produit sur le marché qui répondait à ce besoin. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais finalement j'ai un compteur chez moi, à la cave. Ce compteur est là surtout pour facturer l'eau, mais m'aide absolument pas à savoir qu'est-ce que je fais de mon eau. Et finalement, Drupal, c'est exactement ça. C'est au lieu de mesurer l'eau à l'entrée des bâtiments pour juste vous facturer de l'eau, nous, on veut mesurer l'eau là où on utilise l'eau, là où l'eau est traitée, distribuée, pour permettre de savoir finalement, si j'avais un porte-monnaie et l'eau qui arrive dans ce bâtiment, c'est le revenu que je gagne, j'aimerais savoir comment je dépense ce revenu et quels sont les postes de dépenses. Drupal permet de simplement faire ça. Alors, on vous appelle souvent Drupal l'Internet de l'eau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'Internet de l'eau, pour reprendre en fait un élément, je dirais un pilier de notre solution, qui est l'Internet des objets,
Aujourd'hui, il faut savoir que dans tout bâtiment, il y a plusieurs points de distribution de l'eau qui sont aujourd'hui complètement hors radar. Ça peut être les sanitaires, ça peut être tout ce qui est électroménager, machines, boilers, chauffage, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est système de traitement de l'eau. Système de traitement de l'eau en Chine, en Inde, dans des grands pays où l'eau n'est pas de bonne qualité, où les gens n'ont pas confiance dans la qualité de l'eau au robinet, vont acheter des systèmes de filtration pour s'assurer que l'eau est bonne à boire. Donc tous ces systèmes-là sont hors radar. Et donc la mission de Drupal, c'est de développer un Internet pour que ces objets soient connectés, donc avec une solution hardware et du software, pour pouvoir mieux les gérer et pour pouvoir aussi mieux fournir des données en lien avec l'usage de l'eau à ces différents au travers de ces différents équipements, au consommateur final, donc le reconnecter à son usage de l'eau. Alors, qui sont tes clients ? Alors, nos clients, il y a 3 catégories de clients. D'abord, les fabricants de ces objets, qui sont intéressés à rendre ces objets plus intelligents, puisque un robinet aujourd'hui, des toilettes ne sont pas intelligents. En y mettant de l'intelligence, on est capable d'exploiter la donnée. Pour ces fabricants, c'est mieux comprendre comment ces produits sont utilisés sur le terrain, mais aussi comment offrir de nouveaux modèles d'affaires grâce à ces données. L'autre catégorie, c'est les opérateurs, c'est ceux qui installent et qui doivent maintenir ces objets, ces équipements. Grâce à nous, ils peuvent réduire cet effort, avoir une meilleure visibilité, une meilleure capacité à planifier ces interventions et aussi à automatiser un certain nombre d'événements qui arrivent avec ces équipements. Je prends l'exemple du système de filtration. Il y a des cartouches de filtre qu'il faut changer. Nous, on est capable de dire quand est-ce qu'il faudra les changer. On est capable d'automatiser la commande et la livraison de ces cartouches. Tout ça, c'est de l'effort en moins pour celui qui maintient. Et au final, il y a finalement l'exploitant ou le propriétaire de l'immeuble qui, lui, veut en fait connaître l'usage de l'eau dans cet immeuble et exploiter ces données pour rendre plus efficient l'immeuble en tant que tel. Est-ce que tu as quelques chiffres parlants ? Quels sont les gains ? Oui. Alors, je vais donner quelques exemples concrets de récents déploiements. On a équipé 5 centres commerciaux en Suisse, 5 manors en Suisse. On a équipé les espaces sanitaires communs, donc les toilettes hommes, femmes, handicapés. Grâce aux données qu'on collecte de ces objets sanitaires, donc de ces installations, on est capable de passer d'un modèle où on nettoie plus toutes les heures à un modèle où on nettoie que quand c'est utilisé. Donc là, on gagne à peu près 20% dans le coût de nettoyage. Puis grâce à ces données aussi, on est capable d'identifier que des toilettes qui fonctionnent a priori bien la journée parce que la pression dans le bâtiment est basse, la nuit, quand le centre commercial est fermé, la pression remonte. Et ces vieilles toilettes commencent à fuir, et ce qu'on appelle les fuites fantômes, qui fuient la nuit en permanence, donc c'est de l'eau qui est gaspillée. Là, on a pu faire économiser à peu près 25% de consommation d'eau par centre commercial, et on a estimé qu'un centre commercial pouvait gaspiller à peu près l'équivalent d'une piscine olympique tous les 5 ans. Juste parce qu'aujourd'hui, on a des toilettes qui fuient la nuit. Si on revient et c'est de l'eau potable. Et c'est de l'eau potable. Ouais. Si on revient sur la technologie Drupal, donc il y a ces sensors, pardon pour l'anglais, IoT, et puis il y a également la plateforme de traitement de données. Ils sont fabriqués où ces sensors, et puis comment vous développez la partie software? Alors une particularité, c'est que nous, on n'a pas voulu justement développer des capteurs. En fait, on a développé un module IoT qui est capable d'utiliser des capteurs du marché pour éviter justement une complexité dans le go-to-market, dans le time-to-market et aussi la complexité de développement. Donc on a vraiment beaucoup investi dans le développement de ce module qui est très versatile, très flexible. On peut utiliser du débit, de la pression, on peut utiliser des capteurs pour l'eau, mais pour le gaz aussi. Donc on a un large éventail de possibilités. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté à une industrie qui a un large éventail de produits et d'équipements. Donc il faut être capable de répondre facilement sans devoir réinventer la roue à chaque fois. Voilà.
Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Donc une composante essentielle, ça a été de développer un module qui fonctionne sur batterie, qu'on peut changer de manière régulière et qui dure longtemps pour éviter que le coût de gestion et de maintenance de notre solution soit trop important. Donc ça, c'est un élément essentiel. Après, ces données-là sont envoyées dans le cloud et là, on traite les données pour déjà offrir une transparence sur différents analytiques, sur la performance du système comparée à d'autres systèmes équivalents. Donc le benchmark d'une toilette par rapport à d'autres toilettes partout dans le monde, ça permet de dire est-ce que ma toilette, finalement, est-ce que je peux la régler pour qu'elle soit plus économe ou pas. Je prends l'exemple d'un système de filtration. On peut aussi comparer la performance de système de filtration avec d'autres systèmes qu'on surveille. Pour le fabricant, c'est très intéressant. Pour l'opérateur aussi, parce que peut-être demain, il va changer de système de filtration pour avoir quelque chose de plus performant. Et au final, il y a le consommateur qui, lui, peut accéder vraiment de manière tangible à des métriques qui vont lui dire si, typiquement, il y a des fuites, si, est-ce qu'il a une bonne hygiène, est-ce qu'il se lave les mains après être allé aux toilettes, ou est-ce que des écoles peuvent utiliser ces données pour mieux éduquer autour de l'eau. Donc là, on rentre dans un domaine qui est infini, parce que l'eau est partout. Nous, on n'est pas partout, mais l'eau est partout. Et donc, exploiter ces données pour les rendre, on va dire, compréhensibles, actionnables par l'utilisateur final, ça, c'est une autre facette de Drupal qui est essentielle, parce que finalement, il y a toute une dimension éducative en lien avec l'eau qu'on doit, nous aussi, amener, parce que justement, les gens ont toujours considéré que l'eau était abondante et qu'on n'avait pas besoin vraiment de mieux la gérer. Mais quand ils voient ces données, en fait, ils se rendent compte de l'importance de cet aspect éducatif. Donc ton modèle d'affaires pour Drupal, il est basé sur la donnée ? Oui, tout à fait. Donc Drupal est avant tout une start-up de big data et pas d'IoT, je dirais. L'IoT est un activateur, un enabler, comme on aime le dire dans le jargon anglais. Nous, on est vraiment autour de la data, la valorisation de la data, et toutes ces signatures qu'on est en train de construire, tout ce catalogue de signatures d'équipements qui consomment ou qui traitent de l'eau, en fait, demain, va pouvoir aider typiquement des acteurs comme Suez, Veolia, qui eux fournissent des compteurs pour les bâtiments, mais qui ont une compréhension très agrégée de la consommation d'eau. Ils ne sont pas capables de dire comment se répartit cette consommation. Grâce à ce catalogue, on va pouvoir les aider à rendre leurs compteurs plus intelligents, parce que nous, on aura cette granularité-là. Vous êtes combien aujourd'hui chez Drupal ? Alors, on est un peu plus de 15 aujourd'hui, et on compte doubler cet effectif d'ici la fin de l'année. On est en train de clôturer un tour de financement série A en ce moment même. Voilà, on espère que ça va se faire et puis qu'on puisse continuer notre route. Est-ce que tu te souviens des débuts, des premiers clients que tu allais voir, les campagnes que tu as menées pour expliquer ce qu'était l'Internet de l'eau ? Quelque part, j'avais conscience d'une chose, c'est que je démarrais une mission pour beaucoup de gens. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à pitcher, les investisseurs m'ont ri au nez. Ils m'ont dit, mais on est en Suisse, pourquoi vous voulez mieux gérer l'eau, économiser l'eau, ça ne coûte rien en plus. Donc, ils ne voyaient absolument aucune valeur ajoutée à Drupal et à notre mission. Aujourd'hui, on voit que tout va très vite. La question de l'eau remonte gentiment dans l'agenda. À la COP27, on a pris conscience que pour décarboner le monde, il faut mieux gérer l'eau aussi. Et mieux gérer l'eau, c'est un défi en soi autant important que décarboner notre environnement. Donc, et qui t'a suivi en premier ? Alors, j'allais y venir. Donc, il y a eu une longue période un peu de désert où j'étais seul avec mon bâton, un peu comme Moïse. Et puis après, j'ai rencontré Peter, mon cofondateur, qui m'a rejoint parce que lui venait du smart metering, donc de l'électricité, de la mesure, de la donnée. Il était aussi très ingénieur EPFL, très porté sur la donnée. Donc ça lui a parlé. Et là, on a fait un chouette bout de chemin ensemble avec
des premiers clients, je me rappelle très bien, j'ai été allé voir l'association SSIGE, donc c'est l'association des distributeurs d'eau de Suisse. Alors, ces distributeurs d'eau, c'est eux qui amènent l'eau dans les bâtiments, mais comme ils m'ont dit, vous savez, M. Bouzerda, nous, nos coûts, c'est 80% s'arrêtent au compteur principal du bâtiment. Après, ce qui s'y passe, voilà. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ça m'était resté, parce que je me suis dit, mais si un distributeur paye 80% de ses coûts pour amener de l'eau au compteur principal, puis qu'après on gaspille cette eau, on en fait n'importe quoi. Alors certes, pour lui, la facture doit être payée et ça ne change rien. Mais in fine, si on réfléchit au niveau de la ressource, on doit faire un meilleur usage de cette eau-là. Et ne pas avoir uniquement une conception mercantile de la facture et de ce qu'on doit payer pour cette eau. Et donc je pense que c'est là aussi qu'il faut changer les choses au niveau de la gestion de l'eau, c'est les modèles d'affaires. C'est que ces distributeurs ne doivent plus être payés juste au volume, et peu importe ce qu'on en fait après, mais plus sur la performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'économiser comme eau, parce que toute eau économisée, c'est une eau qu'on peut utiliser pour d'autres besoins, d'autres usages. Voilà, donc pour revenir à ta question, ça a été un long désert, après il y a eu Peter, et là on a pris confiance, on a eu des bons feedbacks, on a beaucoup itéré, ça a été un peu chaotique, on a identifié plein de segments pour gentiment venir à ce qui était notre vraie valeur ajoutée, ce qui était nos clients, notre marché, et aujourd'hui ça se ressent, je pense, dans ce qu'on offre, c'est assez clair, on arrive à répliquer facilement, à acquérir des clients. Aujourd'hui on a plus de 85 clients sur 3 continents, donc c'est pas rien, et on a plus de 1400 Drupal installés aujourd'hui de par le monde, donc déjà une jolie réalisation. Ouais. Exactement. Ouais. Je voulais parler de la Suisse et de l'écosystème. Oui. Donc si je comprends bien, tes premiers clients, c'était à l'international. Oui. Pourquoi finalement, qu'est-ce que l'écosystème suisse t'a apporté pour construire l'entreprise en Suisse? Oui. Alors, premier élément, je tiens à remercier ici le SPEI, donc le soutien à la promotion économique, parce que nous, on n'est pas une start-up qui est née d'un labo où on a pu développer le produit et le PFL, et puis il n'y a plus qu'à le commercialiser, je dirais. Je ne dis pas que ce n'est pas risqué, mais c'est une autre approche. Nous, on n'avait rien, on avait une idée. Moi, je devais développer un prototype pour essayer de montrer que ça pouvait marcher. Et donc, il a fallu des fonds que des business angels ne voulaient peut-être pas mettre au début parce que c'était encore que sur quelques slides, en fait. Hein. Donc, le SPI nous a aidé à avoir ces fonds, m'ont aidé à avoir ces fonds nécessaires au début. J'ai mis aussi de mes économies substantielles à ce moment-là. Et puis ça a permis je dirais, de faire éclore Drupal rien que d'un point de vue produit, d'un point de vue technologique. À partir de là, on a pu commencer à identifier des partenariats, typiquement avec le PFL, pour créer un projet de recherche et développement autour de la technologie qu'on voulait développer, qu'on est en train de mener encore aujourd'hui. Et InnoSuisse. InnoSuisse est un autre élément essentiel parce qu'il y a le coaching, le savoir-faire. Moi, j'ai été entrepreneur avant, mais être entrepreneur aujourd'hui, il y a 20 ans, c'est un autre monde. Donc, il y a beaucoup plus de choses à apprendre, à connaître, à développer, des compétences qu'on n'a pas qu'il faut aussi développer. Donc, InnoSuisse a aidé en ça. Et puis finalement, cet écosystème, c'est aussi un écosystème qui veut donner de la visibilité aux startups. Donc, on a aussi bénéficié de tous ces événements, de tous ces programmes, ces accélérateurs, bien qu'on en ait fait aussi à l'étranger pour aussi avoir écho des acteurs là-bas, des clients là-bas, des marchés qu'on voulait adresser. L'international, c'est quelque chose d'important dans votre modèle d'affaires et dans l'évolution de Drupal. Je pense que si on est dans l'eau, on ne peut pas concevoir son marché en Suisse uniquement. C'est un marché pour nous qui est un peu secondaire dans la mesure où
on le développe par opportunité plus que par action active, je dirais. Mais à l'international, c'est clair parce que en fait, les enjeux liés à l'eau sont beaucoup plus importants aujourd'hui à l'international qu'en Suisse. Et il y a même une prise de conscience à l'international qui est plus importante qu'en Suisse. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais 2 recommandations d'un livre, d'une chaîne YouTube ou d'une autre source d'information? Alors, moi j'avais Emma Aziza à l'esprit et son podcast. Je pense pour ceux qui connaissent rien à l'eau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter. L'autre source d'information qui émerge aujourd'hui, c'est Blue Earth Loop, qui est une plateforme qui consolide un certain nombre de fils d'actualité autour de l'eau et qui donne une très belle vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans ce domaine. Donc, je vous invite à vous abonner. On mettra les liens justement sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse aller voir ces informations. Et puis, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui? Oui, bien sûr. J'en aurais tout plein, mais j'en ai une en particulier parce que déjà, c'est une personne qui m'est chère, c'est un de mes meilleurs amis. J'ai fait le PFL avec lui. C'est quelqu'un qui nous a aussi accompagnés avec Drupal en tant qu'advisor, qui a investi dans Drupal. Donc, c'est Sacha Labouret. Qui pour moi est plus qu'un mentor. C'est un ami, mais c'est vrai que c'est une personne exceptionnelle. Donc je serais ravi de le voir ici à ma place et répondre à tes questions. Eh bien, on va l'inviter. Je crois qu'il habite à Neuchâtel, non? Oui, c'est un Neuchâtelois, effectivement. Eh bien, Ramzi Bouzerda, merci beaucoup. Merci Delphine.